Donc, bonjour à tout le monde. Et d'abord, je tiens à dire merci Stéphanie, parce que Stéphanie ne s'est pas présentée. Non, c'est vrai. Mais alors, c'est Stéphanie Duval qui est membre de notre équipe et qui est une toute dernière arrivée dans l'équipe. Et je vais vous parler de ça justement aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour briser la glace et venir vous parler un peu d'un bilan que je dirais un peu différent de ce à quoi on est habitué de voir. Donc, je ne vous présenterai pas une série de recherches qui ont été faites depuis les 10 dernières années. Mais vous allez voir, on va s'organiser pour que ce soit intéressant. J'ai 20 minutes, donc ça va être quand même assez rapide. Alors, en 3 grandes parties, une mise en contexte international, très rapide. Ensuite, nous passerons au contexte québécois aussi très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Et les recherches de l'équipe et une conclusion. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'évoquer des éléments qui vont être réabordés au cours de la journée pendant le colloque. Alors, la mise en contexte international, donc tout le monde le sait évidemment, mais on ne peut s'empêcher et faire l'économie de le souligner d'ores et déjà en entrée de jeu. L'éducation à la petite enfance, c'est associé à plusieurs bénéfices, à plusieurs niveaux chez l'enfant. On sait tous que... D'abord, lorsque les enfants fréquentent un contexte éducatif de la petite enfance pendant leur période préscolaire, c'est associé à des meilleurs résultats au niveau du développement et de la réussite éducative ultérieure. On note aussi des effets beaucoup plus marqués chez les enfants en milieu défavorisé, généralement un peu partout à travers le monde, et même les gens en économie, dont le lauréat du prix Nobel en économie, James Heckman, le disent depuis de nombreuses années. Si vous regardez les références, ça fait déjà depuis 2000 qu'il en parle. Évidemment, pour que ces bénéfices-là soient observables, ça dépend de certaines conditions. Donc, il y a certaines conditions essentielles qui ont été identifiées dans la littérature pour qu'on puisse observer des bénéfices sur le développement et la réussite éducative de l'enfant. En particulier, 4 grands éléments, l'importance de la diversité, de l'accessibilité, de l'universalité et de la qualité. Donc, la diversité comporte l'offre de services éducatifs selon la capacité d'offrir une diversité de services répondant aux besoins variés de la population, donc public, privé, services conjoints, services d'État, milieux familiaux. L'accessibilité fait état de la facilité de chacun à profiter d'un service éducatif. Donc, plus un service est accessible à la fois financièrement, mais à la fois géographiquement par le public, un groupe ou l'ensemble de la population, plus on peut dire que ce service-là est accessible. L'universalité correspond à l'étendue de la mesure politique à l'ensemble de la population, sans égard aux revenus, à la classe sociale et au statut d'une personne. Donc, par exemple, on va parler d'universalité des coûts du service. Ça signifie que c'est des frais égaux pour tous. Et finalement, la qualité, ça correspond aux composantes du service offert qui est associé à des bénéfices pour le développement des enfants et le bien-être des familles. Évidemment, je vais y revenir un petit peu plus davantage tout à l'heure sur cet aspect. Pour la mise en contexte international, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait faire une analyse rapide. En fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des résultats très préliminaires qu'on a commencé à faire à partir de 13 pays qui ont des politiques de la petite enfance à travers le monde. Cette analyse-là, elle est partielle jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on doit ensuite valider auprès des répondants dans les pays parce qu'on se rend compte quand on consulte la littérature que souvent, on a de l'information qui date, donc ce n'est pas à jour, mais on a quand même essayé de faire une petite analyse avec certains pays qui nous apparaissaient importants de comparer pour comprendre d'où on vient au niveau des politiques familiales, puis qu'est-ce qui nous permet, avec ces politiques-là, d'offrir des services de qualité. Donc, on trouvait ça intéressant de regarder à travers le monde certains États qui ont qui sont des fédérations, donc qui ressemblent au Canada en termes d'organisation, mais certains États aussi qui sont particulièrement novateurs, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Norvège, comme la Suède, et certains États aussi pour lesquels on a un peu moins d'informations et dont on parle souvent moins, mais qui constituent la très forte majorité de la population mondiale. Donc, on est allé voir ce qui se passe en Inde et aussi en Chine, qui sont quand même le quart de la population mondiale. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une analyse historique sur 3 décennies de la diversité, de l'accessibilité et de l'universalité
évidemment en ayant analysé à partir de l'information dont on disposait. Donc, peut-être que les gens qui sont de ces pays-là nous diront « Ah, il y a peut-être des erreurs » ou « C'est pas tout à fait ça », mais c'est vraiment une analyse assez large pour l'instant qui va se raffiner dans le temps. Alors, au niveau de la diversité, ce qu'on a constaté, c'est que, dans le fond, on a procédé à la diversité de choix auxquels les gens avaient accès à l'intérieur de leur contrée, de leur pays, des choix au niveau des politiques de la petite enfance, mais aussi d'éducation préscolaire. Alors, on a évalué entre 86-95, 96-2005 et 2006-2015. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même une bonne diversité des services lorsqu'on arrive dans la dernière décennie, donc la décennie qui nous intéresse, 2006-2015. Mais on constate, lorsqu'on analyse l'évolution de la diversité à travers ces pays-là, que les changements de gouvernement, les changements de politique ont beaucoup influencé l'état de la diversité à travers ces contrées-là. On a mis évidemment le Québec au travers de cette analyse-là parce qu'on s'intéresse au Québec aussi, en particulier étant du Québec. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des pays dont la diversité est passée de pratiquement nulle à assez élevée au cours des 30 dernières années, alors qu'il y a des pays qui n'ont aucune diversité encore jusqu'à maintenant, dont l'Inde. On pourra y revenir si vous avez des questions plus tard. Au niveau de l'accessibilité, on l'a analysé au niveau de la capacité de l'État et au réseau privé à fournir des services de proximité et en quantité suffisante. Donc, on a fait encore une fois une moyenne sur chacune des décennies de quel genre d'accessibilité était offerte dans ces pays-là. Alors, on constate qu'un peu partout à travers le monde, la diversité a évolué aussi, mais que particulièrement entre 2006 et 2015, la décennie qui nous précède, la diversité est quand même assez intéressante un peu partout dans le monde. On a un score de 4 qui est le score maximal que l'on pouvait atteindre, où on considère que l'ensemble de la population est pratiquement couverte par les services qui sont offerts, ceux qui le veulent, évidemment. Et finalement, l'universalité. L'universalité, c'est en fait, on évalue simplement la portée bien plus que la valeur d'une politique familiale. Donc, ça ne veut pas dire que la politique, elle est intéressante en soi au niveau de son contenu, mais elle est universelle, c'est-à-dire qu'il y a la très grande majorité de la population qui y a accès ou pas. Donc, ici, vous avez l'évolution aussi entre 86 et 2015 pour les mêmes pays que l'on a constaté. Ce qu'on constate, encore une fois, c'est qu'à chaque fois, l'Inde est absente au niveau des scores de 0 parce que, d'une part, c'est assez difficile d'avoir de l'information récente sur ce qui se passe en Inde, mais aussi, il y a très peu d'informations qui circulent. Donc, c'est plus difficile, mais on constate qu'ils ont très peu de services accessibles. Et souvent, si on revient à la question de l'accessibilité, tous les pays qui ont des très grands territoires, très, très étendus, comme un peu le Canada, mais aussi la Russie, la Chine, ont plus de difficultés à offrir une accessibilité parce que l'accessibilité correspond au territoire, à l'offre, mais par territoire, donc qui permet à tout le monde d'avoir accès à un service sans faire 200 km de voyagement pour se rendre. Donc, ces trois composantes qu'on vient de voir rapidement, j'en conviens, semblent assez importantes et liées à la qualité des services qui sont offerts à la petite enfance. Donc, ce qu'on remarque quand on examine ces politiques-là, c'est que plus les régimes tendent vers des politiques familiales qui sont qualifiées de plutôt social-démocrates, plus les besoins de l'enfant sont pris en compte, plus les résultats devraient s'élever au plan de la qualité éducative. Donc, dans les faits, on légifère davantage, mais surtout, les régimes qui sont plutôt universels, accessibles et gratuits conduisent vers une offre de services de qualité plus élevée. La qualité elle-même, on n'a pas eu le temps d'en faire un tour d'horizon à travers le monde, mais c'est assez difficile de comparer les pays au plan de la qualité parce qu'on n'a pas les mêmes mesures qui sont utilisées, on n'a pas les mêmes définitions qui sont utilisées. Et ce qu'on sait, en fait, c'est que la route qui est empruntée par les différentes nations pour améliorer leur système de gestion de la petite enfance, on peut considérer ça comme la qualité. Donc, dans ce contexte-là, on sait que ça peut différer grandement d'une nation à l'autre. Donc, le concept de qualité peut se définir comme une forme de cible à atteindre qui est balisée
soit politiquement par l'Organisation de l'espace et des ressources, un contrôle de cette qualité par des outils scientifiquement validés, par l'établissement aussi d'objectifs à atteindre qui sont adaptés aux besoins développementaux des enfants, souvent dans le cadre de programmes éducatifs nationaux et comprenant souvent un corpus de pratiques dites appropriées ou best practice basées sur la recherche en psychologie et en éducation. Quand on définit la qualité de manière plus recherche, quand on la regarde d'un sens qui nous intéresse quand on fait de la recherche comme nous dans notre équipe, bien, on va souvent parler de la qualité éducative des processus et des structures, des définitions que vous connaissez sans doute, donc les processus qui correspondent plutôt aux interactions qui sont vécues directement avec les enfants en fonction de 3 dimensions que vous connaissez, organisation d'espace, contenu et programmation, et surtout la nature et la qualité des interactions. Et évidemment, les structures qui sont ce qui vient influencer les processus, les conditions qui soutiennent le travail du personnel ou des adultes qui travaillent avec les enfants. On parle souvent dans les structures des importances du triangle de fer, du rapport éducatrice-enfant, de la formation initiale et de la formation continue. Qu'en est-il au Québec? Hein? Qu'est-ce que nous, on sait par rapport à la qualité des services qui sont offerts chez nous? Donc, on sait d'abord que depuis 2 décennies, on se distingue par des mesures novatrices qui ont été mises en place en matière de soutien aux familles et d'éducation à la petite enfance. En 1996, il y a la politique familiale qui a été implantée, qui voulait assurer l'équité, faciliter la conciliation et favoriser le développement des enfants et l'égalité des chances. Les mesures qui ont été mises en place par cette politique familiale-là et d'autres ont influencé beaucoup le développement et l'offre de services éducatifs destinés à la petite enfance, à la fois les services de garde éducatifs et à la fois les maternelles. Donc, dans cette période-là, on a créé le réseau des centres de la petite enfance. On a augmenté grandement le nombre de places disponibles. On a introduit des places à contribution parentale réduite et par la suite, on les a désindexées. On a implanté des maternelles 5 ans à temps plein, souvenez-vous, en même temps que la politique familiale, des maternelles 4 ans à temps partiel en milieu défavorisé et plus récemment, des maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé. Donc, toutes ces mesures-là contribuent et expliquent l'histoire, l'importance, l'intérêt qu'on a pour la petite enfance aujourd'hui parce que c'est grâce à ces mesures-là qu'on peut faire de la recherche dans le domaine. Alors, 20 ans plus tard, on a un portrait de nos réseaux. Dans les services éducatifs à l'enfance, on a un très grand nombre de places en 2016, 285 315 plus précisément, qui sont réparties à peu près également entre les CPE, le milieu familial et les garderies privées, à la fois subventionnées et non subventionnées. Donc, au jour du 31 mars 2016, il y avait 81 % de places en services de garde subventionnés, selon le ministère de la Famille et de l'Enfance. Ce pourcentage-là diminue. Je présentais les données il y a 1 an qui dataient de 2014 et on avait une proportion de 92 %. Donc, le privé augmente aussi quand même de manière assez substantielle depuis les dernières années. En maternelle, il y a des maternelles 5 ans temps plein, environ 98 % des enfants de 5 ans les fréquentent. Les maternelles 4 ans à temps partiel, environ 20 % des enfants les fréquentent. Et les données auxquelles j'ai pu avoir accès, les plus récentes pour les maternelles 4 ans à temps plein, il y aurait 1200 enfants qui les auraient fréquentés depuis le début de l'implantation en 2013. Alors, tout ça nous amène à, mais maintenant qu'on connaît ce réseau, maintenant qu'on a ce réseau bien développé, qu'est-ce qu'on sait de la qualité? Alors, j'ai choisi de vous parler de 2 enquêtes importantes, récentes, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir une enquête récente sur laquelle on doit revenir. Donc, il y a l'enquête Grandir en qualité qui a été publiée en décembre dernier, en décembre 2015, qui a été menée au printemps 2014 par l'Institut de la statistique du Québec, qui nous donne en fait un aperçu du niveau de qualité qui est offert dans les CPE au Québec. Ici, vous avez le premier graphique à l'extrémité, à mon opposé, qui concerne les enfants de 18 mois et plus, donc 18 mois, 5 ans, et de mon côté, les enfants de 0-18 mois. Donc, ce qu'on y voit, en fait, c'est que les enfants semblent, en CPE, se retrouver, pour l'ensemble des dimensions,
en proportion importante dans des services où le niveau de qualité varie de bon à très bon. Mais il y a quand même une certaine proportion d'enfants dans certains domaines qui ont été observés qui sont dans un niveau de qualité que l'on appelle minimal, donc les enfants qui sont dans le secteur du jaune. Somme toute, ça semble quand même assez bien aller, compte tenu du fait qu'il y a eu aussi de nombreuses coupures dans le réseau des services éducatifs depuis quelques années. Je n'ai pas pris les données qui comparaient l'évolution avec l'enquête Grandir en qualité 2003, mais ce qu'on sait, c'est que ça s'est quand même assez maintenu et un peu amélioré dans certains domaines. Pour les garderies privées non subventionnées, qui sont les seuls autres modes de garde qui ont participé à l'enquête Grandir en qualité cette fois-là, la situation est un peu différente. Donc, vous voyez que le vert est en moins grande proportion dans plusieurs dimensions et le rouge est plus apparent. Donc, on a quand même de l'information factuelle ici qui nous dit que les enfants qui sont en garderie privée non subventionnée ont plus de chances de se retrouver dans des services où il y a des dimensions de la qualité qui sont un peu moindres. Et une autre enquête dont je voulais vous parler rapidement ce matin pour mettre la table encore une fois, c'est l'enquête montréalaise sur l'expérience préscolaire des enfants de la maternelle à laquelle j'ai participé. Deux résultats assez importants qui ont été présentés de manière assez régulière dans les médias pour nous rappeler. Donc, les enfants de familles à faible revenu qui ont fréquenté exclusivement un CPE au cours de la période préscolaire sont 4,3 fois moins susceptibles d'être vulnérables dans 2 domaines ou plus de leur développement, comparativement à leurs pairs ayant fréquenté aucun service. Et aucun effet significatif n'a été observé chez les enfants de familles à faible revenu qui ont eu d'autres parcours préscolaires dans les services éducatifs, incluant la maternelle 4 ans publique. Donc, cette enquête-là, je rappelle qu'elle a été menée uniquement sur le territoire montréalais avec un suréchantillonnage de populations vulnérables. Donc, c'est important de le mettre en contexte. Ce n'est pas une enquête qui a été menée à la grandeur du Québec, mais elle nous donne d'informations quand même importantes. Et si on compare les enfants de familles à faible revenu qui ont fréquenté exclusivement un CPE à ceux qui présentent un autre profil, les enfants de CPE sont aussi 3,6 fois moins susceptibles d'être vulnérables dans 2 domaines ou plus de leur développement. Donc, ce sont les recherches qui ont été menées. Il y en a plein d'autres, mais les grandes recherches nationales qui nous mettent la table un peu sur ce qui se fait au Québec, j'ai choisi de parler de ceux-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre équipe de recherche? Alors, l'équipe de recherche, qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. J'ai pris le temps de le dire correctement. On a changé notre nom dernièrement. On était avant qualité éducative des services de garde des petites enfances. On a choisi d'agrandir notre prisme pour accueillir en notre sein plus de gens qui s'intéressent aussi à l'éducation préscolaire, d'où les contextes éducatifs de la petite enfance et non pas uniquement les services de garde maintenant. Alors, les axes de recherche, les 3 premiers ont toujours été les mêmes et un nouveau s'est ajouté récemment. Donc, le premier axe qui nous intéresse dans l'équipe, c'est qu'est-ce que c'est la qualité éducative et ses composantes, mais surtout, quelles sont les composantes des pratiques éducatives qui nous permettent et qui sont susceptibles de contribuer le plus à la qualité. Donc, quelles pratiques sont, dans le fond, les plus gagnantes, les plus importantes et les plus associées au développement de l'enfant? À l'axe 2, quels sont les déterminants de la qualité éducative? Donc, toute la qualité structurelle, par exemple, la formation des praticiens, les caractéristiques du groupe et du milieu, mais aussi des nouvelles questions qui nous intéressent, les conceptions des éducatrices et des enseignantes au sujet des meilleures pratiques à adopter. Alors, la question qui nous occupe à l'intérieur de cet axe-là, c'est quelles variables déterminent la mise en place des pratiques? Au niveau de l'axe 3, on s'intéresse aux effets de la qualité éducative. Donc, qu'est-ce que la qualité donne sur les enfants quand on a un service de qualité? C'est associé à quoi comme effet? Quelles pratiques engendrent les effets les plus positifs? Et notre 4e axe, qui est un nouvel axe qui s'est développé avec le temps parce que les membres de l'équipe s'intéressent beaucoup à cette composante-là depuis quelques années, c'est la stratégie de soutien à la qualité éducative. Donc, quels sont les nouveaux mécanismes et comment on peut évaluer les nouveaux mécanismes de formation initiale et continue pour soutenir la qualité. Ici, vous avez un petit graphique à partir historique, à partir de la création de l'équipe, mais un peu avant. Je l'ai fait remonter au début des politiques familiales pour voir, puis pour nous illustrer un peu les publications des membres de l'équipe depuis une dizaine d'années. Donc, vous voyez qu'autour de 2006, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, il y avait Caroline et moi seulement. Donc, évidemment, il y avait moins de publications, on était moins nombreux.
En 2007, s'est ajouté Gilles, Annie. Vous voyez qu'en 2008, ça a beaucoup augmenté. Une petite baisse ici et une remontée importante après 2009 où on a obtenu notre première subvention d'émergence, d'équipe en émergence. Et là, ça se maintient depuis et ça remonte encore récemment parce qu'on a ajouté beaucoup de nouveaux membres, donc qui nous permettent d'avoir encore plus de publications. Donc ici, vous avez à la fois les articles, les chapitres de livres, les communications à l'international, au national. Donc, on trouvait important de faire ressortir quand même les contributions. Et ça n'a pas été possible de le comparer avec ce qui est fait à l'échelle du Québec parce que ça aurait été un petit peu trop compliqué comme méthodologie. Les projets, évidemment, pour avoir des publications, il faut des projets. Donc, très rapidement, on a réalisé plusieurs projets au cours des 10 dernières années, 11 subventions obtenues au CRSH, donc certaines sont listées ici. Évidemment, toutes les présentations seront jointes sur notre site Internet, donc si vous voulez y avoir accès, vous pourrez consulter l'information de manière plus pointue. Des projets aussi interordres qu'on a réalisés, certains membres de l'équipe ont réalisé avec le ministère, et beaucoup de contrats de recherche aussi où on travaille pour le ministère, pour différents ministères, pour la QCPE, entre autres, où on fait des recensions d'écrits. Les projets actuels de l'équipe, ce sont les projets en cours et qui s'en viennent. Donc, il y en a quelques-uns aussi qui sont à notre agenda pour les prochaines années, dont certaines 2 ou 3 subventions qui viennent tout juste d'être obtenues par Caroline Bouchard et des membres de l'équipe et par moi et tous les membres de l'équipe. Donc, on a du pain sur la plage pour poursuivre. En conclusion, je vais rentrer dans mon temps. Donc, depuis 20 ans, la politique familiale mise en place au Québec a généré de nombreuses recherches en petite enfance, en particulier sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. C'est dans ce contexte que notre équipe a vu le jour en 2006 et s'est vue progressivement financée et reconnue dans le domaine. Aujourd'hui, nous sommes 9 chercheurs réguliers et 5 collaborateurs et avons généré plus d'une centaine de publications depuis 2010. Nous regroupons une soixantaine d'étudiants des cycles supérieurs et vous allez retrouver des photos d'eux un peu partout, dont 23 ont gradué à la maîtrise, 7 au doctorat depuis 5 ans et 4 d'entre elles, d'ailleurs, sont des professeurs, dont 2 sont à l'origine du colloque. Donc, Stéphanie est une graduée d'une des membres de l'équipe, et de 2 membres de l'équipe, en fait. Elle fait son doctorat sous la direction de Caroline. Et Joanne Leraire est une graduée, professeure, bientôt graduée, qui fait son doctorat sous ma direction avec Isabelle Lorrain. D'ailleurs, vous allez aussi découvrir pendant le colloque plusieurs travaux de recherche des étudiants gradués de l'équipe, qui vont sûrement vous intéresser, mais aussi vous impressionner, parce que moi, ils m'impressionnent beaucoup. Et finalement, je pense que la recherche en éducation à la petite enfance s'accroît sans cesse et je vous souhaite une journée de découverte passionnante.